une procédure administrative très lourde que nous prenons en charge en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage pour que les équipes sur le terrain, entre autres, et les chefs de cuisine se consacrent uniquement à leur métier, qui est celui de produire des repas de préférence de qualité. La dégradation financière de la commune était due à l'investissement qu'elle avait mis dans sa restauration scolaire en ayant une alimentation 100% locale, bio. Contrairement à ce qu'annoncent certains politiques, il n'y a aucun moyen légal de bannir la viande d'Amérique du Sud des assiettes de la restauration collective. Et puis on sait aussi que dans certaines zones, le repas chaud pris à la cantine va être pour un certain nombre d'élèves le seul repas de la journée. Bonjour, bienvenue dans le podcast Objectif Marché Public, le podcast qui réconcilie les acteurs publics et les entreprises. Aujourd'hui, on va parler de restauration collective. Récompenser ou punir, ce ne sont pas les mots d'un instituteur dans une cour d'école, ce sont ceux du Premier ministre le 30 janvier dernier. Le message est clair, l'État veut aller vers du 100% origine Union européenne dans les assiettes de la restauration collective publique. Sur le papier, l'intention est simple, soutenir les filières, renforcer la souveraineté, sécuriser l'approvisionnement. Mais avec la loi Egalim, on mesure déjà depuis plusieurs années combien il est difficile d'aller vers une alimentation plus bio et plus locale sans faire exploser les budgets. Parce que la restauration collective publique, ce sont des milliers de repas servis chaque jour et parfois 2 € pour nourrir un enfant. Alors, derrière les annonces politiques, une question demeure. Sur le terrain, entre réglementation, contraintes budgétaires et réalité du marché, qui décide vraiment de ce qu'on sert dans nos assiettes ? Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Philippe Roux. Bonjour Philippe. Bonjour Jessica. Alors du coup, je vous invite à nous expliquer votre parcours et Publicao, le rôle du coup de cette entité. Très bien, donc moi je suis un professionnel de la restauration collective, j'ai fait à peu près toute ma carrière dans ce domaine-là, sous différents aspects. J'ai été gestionnaire d'établissements faisant de la restauration collective, foyer de jeunes travailleurs, village de vacances, et depuis presque 20 ans, je suis passé de l'autre côté en travaillant pour une centrale de référencement pour les collectivités qui s'appelle ProClub. ProClub qui fait partie aujourd'hui d'une PME sartoise, donc Valae, qui est un écosystème complet sur la restauration hors domicile, donc de l'amont avec une agence de recherche et développement qui s'appelle Gourmet Consultant, 2 centrales de référencement pour les collectivités privées qui s'appelle ProClub, une centrale de référencement pour les chaînes hôtelières qui s'appelle Soluceo, et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Publicao, donc qui est un service d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les marchés de fourniture pour les collectivités publiques. Ok, très bien. Du coup, Publicao, à quel moment est-ce qu'une collectivité ou un acteur public fait appel à vous ? Est-ce que c'est pour l'expertise que vous allez apporter, le temps que vous allez leur faire gagner, la structuration des marchés ? Quelle est la pierre que vous rajoutez un petit peu dans la chaîne de valeur ? Alors aujourd'hui, Publicao, donc qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage depuis une vingtaine d'années, accompagne à peu près 150 collectivités sur toute la France. Nous leur faisons gagner du temps et donc de l'argent. Et D'accord. nous venons souvent en support à des petites collectivités qui n'ont pas forcément des structures, des services marchés publics, commandes publiques structurés. Et nous intervenons sur des marchés de fourniture, et notamment le marché de fourniture alimentaire pour la restauration collective, qui sont des marchés assez complexes, qui font appel à plusieurs milliers de références et qui souvent se renouvellent tous les ans. Et donc une procédure administrative très lourde que nous prenons en charge en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour que les équipes sur le terrain, entre autres, et les chefs de cuisine se consacrent uniquement à leur métier, qui est celui de produire des repas de préférence de qualité dans des contraintes budgétaires, donc pour les enfants ou les personnes âgées, puisque nous intervenons aussi pour des EHPAD. Ok. Du coup, c'est intéressant, vous parlez de qualité dans l'assiette. Donc on pense assez rapidement à Egalim, cette fameuse loi qui est venue nous amener une mention 50% de produits durables et de qualité dans les assiettes de la restauration collective. En tout cas, vu du public,
c'est des notions qui peuvent être assez larges, assez floues. Concrètement, juridiquement, qu'est-ce que ça signifie? Donc, la loi Egalim, qui est une loi beaucoup plus large, c'était une loi qui Mmh. était censée rétablir des relations plus intéressantes pour les producteurs, les agriculteurs et les liens avec, entre autres, la grande distribution. Effectivement, un article de cette loi, l'article 24, est concerné à la restauration collective et exige aujourd'hui, au départ, de la restauration collective dépendant de l'État, mais aujourd'hui de toute restauration collective, d'avoir un volume d'achat d'au moins 50% de produits de qualité, dont 20% de bio. Mmh. C'est-à-dire que sur 1000 euros d'achat, vous devez justifier ensuite auprès de vos bénéficiaires d'avoir acheté pour au moins 200 euros de bio et 300 euros de produits sous label, qui sont des labels, les SICO, commerce équitable, IGP, AOP, AOC, label rouge, HVE, et pour D'accord, l'instant encore jusqu'à la fin de l'année, CE2, certificat environnemental de niveau 2, qui d'accord. lui par contre va disparaître fin 2026. OK et alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire, en parlant d'alimentation de qualité et en ciblant les labels? Est-ce qu'on a voulu faire du local? Est-ce que ça cible, justement un certain niveau de qualité? Comment est-ce que ça se qualifie en fait, concrètement dans l'assiette? Alors les produits, les notions de label ne sont pas des notions de local. Après, on peut, il est libre à la collectivité d'avoir recours et de mettre dans son volume d'achat qu'elle considère produits de qualité, des produits locaux, parce que c'est du circuit court, parce qu'elle a connaissance du mode de production, que c'est un agriculteur local qu'elle maîtrise. L'objectif, c'était de supprimer au maximum euh, tous les produits ultra transformés, les Mmh. produits de mauvaise qualité venant de l'étranger avec des contrôles ou des normes qui ne correspondent pas aux normes françaises. Voilà. Après, il reste hélas 50% où on peut acheter ce qu'on veut. Mais c'est intéressant, donc vous disiez, une collectivité peut identifier, un producteur local et le faire passer dans les produits de qualité. Ce producteur, il doit être sous label? Ou est-ce que c'est le fait que Non, il n'est pas forcément sous label, mais la collectivité considère, et je pense que c'est souvent à juste titre, que même si il n'est pas bio, qu'il n'est pas en label rouge, qu'il n'est pas en AOP, AOC, on reste sur un mode de production respectueux de l'environnement, mmh, éventuellement respectueux du bien-être animal, en circuit court, de façon en fait, régionale. on est sous une réglementation française qui est hyper protectrice, du consommateur. Le problème, c'est que un certain nombre d'agriculteurs euh, vont produire des produits pour lesquels éventuellement il n'existe pas d'AOP, d'IGP, Mmh, voilà. Donc ils ne peuvent pas aller chercher ce label-là. Ils ne sont pas forcément en mesure d'aller chercher un label bio. Et puis il faut savoir qu'un certain nombre de labels ont un coût pour le producteur ouais. et certains ne sont pas prêts à franchir le pas ou ont déjà des marges tellement réduites qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir valoriser suffisamment Ouais, c'est le sûr. label dans leur prix de vente. Non, non, c'est tout à fait compréhensible. Donc ça offre, quand même une marge d'interprétation, en faveur de notre agriculture, en fait, hein. C'est la possibilité pour un producteur local, alors comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va démarcher, directement les collectivités autour de chez lui, ou est-ce qu'il va démarcher les restaurants enfin, vous voyez, la restauration collective? Aujourd'hui, je crois que effectivement, il y a un moment, même si c'est pas son métier, le meilleur vendeur d'un producteur est le producteur lui-même. Ouais. C'est lui qui connaît son produit, qui sait ce qui peut le mettre en valeur. Après, effectivement, c'est pas normalement son métier, il n'a pas forcément le temps de vendre. Mais c'est vrai que pour la restauration collective, euh, de la même façon, un chef de cuisine dans sa cuisine euh, ben, ne sait pas forcément, n'a pas forcément connaissance au niveau local de ce qui peut être produit. Ah bien sûr. Et puis vous avez un tas de régions de France où ben, vous n'avez pas de petits producteurs de produits alimentaires. Mmh. Ils Oui, oui, peuvent ça va. vendre en direct.
Mais alors du coup, est-ce qu'ils se rendent sur le lieu de restauration collective ou est-ce qu'ils vont au niveau, vous voyez, très concrètement, là j'ai mon Très, agriculteur, très il a trois petits villages concrètement, autour de chez lui. Est-ce qu'il va voir les villages ou est-ce qu'il va voir les restos collectifs ou les cantines? très concrètement, un producteur qui s'est installé, qui est maraîcher ou qui fait des Mm. yaourts, la meilleure solution pour commencer, c'est qu'il aille voir le chef de cuisine. D'accord, ok. Parce que Vous positionnez s'il ses n'a pas produits. réussi à convaincre le chef de cuisine de la qualité de son produit, de l'intérêt à travailler avec son produit, ça ne fonctionnera jamais. Ok. Et Ouais. ensuite viendra, je serais tenté de dire, l'étape du choix politique. Mais si le premier utilisateur, qui est le chef de cuisine, s'il n'est pas sensibilisé, peut-être qu'il va tomber sur un chef de cuisine qui regarde juste le prix et qui veut pas s'embêter à intégrer un produit d'un producteur, ou il va tomber sur un chef de cuisine sensibilisé qui va goûter le produit, qui va voir Ouais, s'il peut, en termes de budget, l'introduire euh, dans sa grille tarifaire. C'est la meilleure porte d'entrée. ouais. Mais parce que le chef, il fait pas seulement la cuisine, il gère aussi le budget. Donc, Souvent, oui. et du coup, Souvent, c'est juste. oui, souvent, il gère le budget, on lui demande de tout faire. Et ce qui fait que souvent, s'il n'en a pas forcément le temps, s'il n'est pas forcément originaire de la région et tout, il n'a pas forcément les moyens non plus d'aller faire du sourcing, se Ouais. renseigner, d'aller faire la démarche. Il y a des chefs qui font l'inverse, qui voient que telle, telle ferme fait de la vente directe de produits, va aller à la rencontre du producteur, mais ça, c'est déjà beaucoup plus rare. D'accord. Ok. Non, mais c'est clair. Du coup, c'est intéressant. Ça veut dire que l'application d'Egalim laisse quand même de la place, on va dire, à de l'adaptation à la fois du profil des gens qui font vivre la restauration collective et aussi au profil du territoire, hein. Est-ce que j'ai des agriculteurs, des maraîchers autour de chez moi? Du coup, deux collectivités peuvent être en conformité avec Egalim, mais avoir des profils de restauration collective très différents, donc des assiettes servies très différentes. Euh, vous me parliez d'interprétation type bleu blanc cœur, ce genre de choses. Est-ce que vous Voilà, pourriez voilà. revenir sur ces sujets-là? Ouais. Il y a un certain nombre, il y a ce qu'on appelle les SICO, les labels officiels donc, de la loi Egalim, et la loi a aussi prévu donc, des externalités euh, que vous pouvez considérer comme répondant pour vous, collectivité, au cahier des charges de la loi Egalim. Et les deux principaux dont on parle souvent, c'est effectivement Bleu Blanc Cœur, BBC, et MSC pour le poisson. D'accord. Et donc Et, Bleu Blanc Cœur ne fait pas partie des SICO, mais on peut intégrer dans son volume d'achat de produits de qualité tous les produits labellisés BBC. et alors, c'est quoi exactement, juste pour comprendre Le Blanc Cœur, Ouais, alors c'est un label qui est lié à un mode de production et surtout d'alimentation, avec un enrichissement essentiellement de par l'alimentation naturelle en oméga 3. d'accord. Ok. Voilà, donc c'est un appel, hein, c'est une association nationale, enfin, qui est une SIC aujourd'hui, Bleu Blanc Cœur, voilà, qui fait la promotion, qu'on retrouve aussi bien en GMS que dans la restauration collective de produits, où on a, mais comme c'est en fait un label associatif, c'est pas un label d'État, Oui, ça ne peut pas avoir rang de label comme IGP, AOC, d'accord. C'est pour ça. En fait, HVE, il faut que ce ou autre. soit Voilà, un peu à la discrétion. Enfin, en fait, voilà, c'est la collectivité qui va décider enfin, que ça voilà. fait partie de la Mais, catégorie, mais l'É- mais l'État le reconnaît en tant que tel. mais l'État Mais le il ne peut reconnaît. pas en faire un Donc, label voilà. officiel puisque s'il est délivré par une association. Ça fait partie en fait de la marge d'interprétation ou du moins Tout à d'adaptation fait. que la collectivité elle a Voilà. à sa disposition. Je comprends mieux. Et Euh, surtout parce que vous avez un certain nombre de produits sur lesquels vous avez très peu de labels. mm, Les labels IGP, AOP, AOC, entre autres, concernent essentiellement le vin, le fromage. Euh, le ouais. label rouge, c'est pareil, il y en a très très peu. Vous avez un tas de produits d'épicerie ou un tas de produits qui n'ont pas forcément, et selon la région d'où ils viennent, d'appellation d'origine. Mais c'est super technique hein, parce qu'en fait là donc l'idée c'est d'augmenter la qualité de ce qu'on a dans nos assiettes. Ça passe par virer
les pesticides, tous les produits qui peuvent être toxiques en fait pour notre santé. Vous me parliez d'un cas qui était super intéressant aussi sur la banane de Guadeloupe et la banane du Costa Rica qui était bio, où en fait le fait parfois d'acheter bio, enfin c'est pas forcément un gage de qualité supérieure, mais par contre ça va permettre de cibler également. Donc, Tout à enfin là, fait. je trouve que c'est technique et en plus en pensant bien faire, on peut en fait encore déraper parce qu'on va se fonder sur les appellations et pas sur la composition réelle. Le problème aujourd'hui, et on le voit dans tout, on est effectivement dans un marché mondial. La réglementation qui s'applique euh, sur la restauration collective, euh, donc pour les marchés que l'on dit formalisés, donc les marchés supérieurs à 216 000 euros, c'est la réglementation européenne, avec obligation pour une collectivité de faire un appel d'offres européen, et donc qui doit se plier aux règles européennes. Et on l'a vu, et c'est d'actualité avec le Mercosur, Ben voilà. où l'Europe signe le Mercosur, et qu'effectivement, si on respecte le droit européen, ce qui est une obligation, hein, la Mm. France a signé pour ça, il n'y a pas, contrairement à ce qu'annoncent certains politiques, il n'y a aucun moyen légal de bannir la viande d'Amérique du Sud des assiettes de la restauration collective. Oui, oui. Donc il y a un effet, il y a un effet d'étiquette Et qui donc, peut ne pas tout à fait refléter. effectivement, le niveau des labels et du bio, entre autres, n'est pas le même dans tous les pays. Même au sein des pays européens, les niveaux ne sont pas les mêmes entre la France et l'Espagne, la Mm. France et la Pologne. Ah ben On sait que par rapport à ça, la France a une des réglementations les plus strictes et les ouais. plus. Oui, c'est pour ça que en fait acheter local, même s'il n'y a pas de label, c'est une garantie de qualité parce qu'on a une réglementation qui à la base est déjà tellement stricte et précautionneuse de tous ces effets de bord que de toute façon on est sur des produits qui sont de très bonne qualité, quoi. Et puis, il y a un moment où, quand on peut aller voir directement comment c'est produit, c'est presque la meilleure des garanties. On voit ce qui est fait et comment c'est fait. Et sur, entre autres, le bien-être animal, Oui, les normes d'hygiène, enfin un certain nombre de choses. Quand vous avez la possibilité d'aller voir chez le producteur, voilà, qu'il ait un label ou pas, vous savez au moins la qualité, la façon dont c'est fabriqué oui, oui. ou Puis produit. il y a une chaîne, il y a une chaîne. En fait, c'est l'intérêt du circuit court, c'est qu'il va y avoir une chaîne logistique qui va être beaucoup plus courte et donc éventuellement des produits qui vont être moins choqués par un froid intense, puis ensuite un réchauffement, etc. Même si la chaîne du froid est respectée, on le voit nous dans enfin tout simplement dans nos placards, hein. Le fruit qui arrive, qui semble mûr de l'extérieur, mais qui est déjà un peu bizarre à l'intérieur, c'est que celui-là, il a eu un traitement logistique en fait qui a été trop brutal pour lui, quoi. Donc, en fait, pour revenir sur ces circuits courts, excusez-moi, euh, quels sont les outils? Parce que donc notre agriculteur, il peut aller voir le chef de cuisine. Est-ce qu'il y a d'autres outils à sa disposition? Et dans l'autre sens, quels sont les outils du chef de cuisine ou de la collectivité pour justement réussir à flécher avec un peu plus de facilité? Parce que là, le fait de faire le tour des exploitations, c'est quand même un gros effort. Faut Voilà. tout organiser derrière. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent un peu Donc agréger à aujourd'hui, travers des dans un plateformes? certain nombre de régions, de départements, se sont créées des plateformes de distribution, agri-local, enfin il y en a différents noms et différents réseaux qui existent en France pour essayer de faire ce lien entre l'offre et la demande et d'être effectivement des plateformes de collecte euh, au niveau des producteurs et de distribution auprès de la restauration collective. Parce Ok. que c'est ce chaînon de la logistique qui est important, qui fait Mm. souvent défaut aux producteurs, et puis c'est pas leur métier non plus. Ah non, Euh, ouais. Là, il faut partir et, du principe qu'ils sont dans et leurs exploitations et ils peuvent un pas. Ouais. producteur peut pas passer son temps à livrer 10, 15, 20 restaurants de son département dans un rayon de 50 km à la ronde. Il Mm. n'en a pas les moyens, il n'en a pas le temps. Donc, se sont créés aujourd'hui euh, des plateformes qui existent dans différents départements ou régions pour favoriser ce lien logistique. C'est des Mais ça initiatives reste, publiques ou privées? C'est des plateformes. il y a de tout. Il y a des départements qui ont initié ce genre, ou des régions, ou des initiatives associatives, hein,
des regroupements de producteurs, enfin il y a différents modèles, mais on reste quand même sur la difficulté de mettre en concordance des volumes entre l'offre et la demande et un gros restaurant euh, Mais collectif, donc une centrale qui va faire 1500-2000 repas à jour, va s'adresser à la plateforme euh, pour commander un certain volume ou de carottes ou de yaourt ou de viande de bœuf. Euh, la plateforme n'aura pas forcément la disponibilité, aura oui. pas forcément la possibilité ou devra avoir recours à plusieurs producteurs pour avoir le volume à un temps donné. Et ça, on est encore sur un modèle qui patine un petit peu par rapport à ces contraintes-là. Les menus sont faits avec un peu d'avance quand même en restauration Alors collective, donc normalement, effectivement, la législation, surtout sur la restauration scolaire, implique de faire les menus, donc faire un plan de menu sur 20 menus. Donc en restauration scolaire, ça fait sur 5 semaines. ouais. Et c'est difficile, effectivement, OK, ouais, d'être dans ce modèle-là. c'est vraiment la difficulté. Après, c'est la souplesse, que ça demande de la part du restaurant collectif qui, n'est pas, toujours possible à cause de la réglementation, quoi. Donc, c'est un peu un effet de pas un effet d'aubaine, mais un effet d'opportunité. J'ai à mon menu, de la carotte. Toi, en tant que centrale plateforme, tu as de la carotte, eh bien, on peut se rencontrer. Mais Voilà, éventuellement, le restaurant collectif aurait pu choisir un autre fournisseur pour voilà. arriver à ce. Et surtout pour avoir, si elle a besoin de 100 kilos de viande, 50 kilos ne l'intéresseront pas. Je me permets d'interrompre l'épisode quelques instants pour vous présenter Timao, le cabinet à l'origine de la production de ce podcast. Chez Timao, on est spécialisé dans le go-to-market sur les marchés publics. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à structurer leur présence auprès du secteur public. Concrètement, on agit sur 3 leviers. La réponse aux appels d'offres, la prospection sous les seuils et la capacité à entrer en contact et à communiquer avec justesse avec les acteurs publics. Pour ça, on s'appuie sur une méthode de travail très structurée, issue de l'analyse de centaines de marchés et d'enquêtes terrain. Notre approche, c'est de construire avec vous la recette de votre succès, puis de mettre en place les outils et les méthodes pour la faire vivre dans la durée. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous trouverez un lien vers Timao dans la description de l'épisode. Allez, on reprend? Non, bah non, Parce ça fait beaucoup qu'elle trop a de besoin logistique à voilà. gérer. Et, euh, et elle peut pas. Mais il faut aussi, on pense à la restauration scolaire, on sait que dans un certain nombre de communes, les parents euh, qui n'ont pas une grosse obligation du service, bah, les enfants vont éventuellement s'inscrire en fonction du menu. Mm. Et que donc si le menu, ils s'inscrivent la semaine d'avant et si le menu n'est pas Mais si le celui qui menu était change, il va y prévu, avoir un problème. Ouais. bah, on crée tout de suite des zones de conflit. Euh, c'est toute la difficulté. Il faudrait que tout le monde arrive à inverser un peu son mode de pensée, mais les parents aussi, euh, pour effectivement qu'on puisse travailler avant tout sur l'offre du terrain, l'offre du territoire ponctuellement. Qu'est-ce que j'ai à disposition pour faire à manger la semaine prochaine? Parce que globalement, la restauration, quand on parle de restauration collective dans le public, on parle de restauration en école, donc les cantines. On va parler de restauration collective pour les agents euh, des, chez des personnes publiques. Certains restaurants d'administration, Voilà. Et aussi pour tout ce qui est EHPAD, personnes âgées, enfin toutes voilà. les structures qui permettent d'accueillir les personnes âgées. En fait, c'est les trois grands publics en fait de la restauration collective dans le public. Même plus, parce que si on prend la responsabilité, enfin l'ensemble, on a le milieu hospitalier, de Ouais. façon globale, les hôpitaux publics, hein. On a un autre milieu, mais qui est travaillé essentiellement via des sociétés de restauration, qui est le milieu pénitentiaire, Oui. et où la restauration a aussi son importance et a des enjeux très, très précis. C'est encore un autre monde. Oui, en fait, on n'en avait pas parlé, mais j'imagine quand vous me le dites, ça reste un moment super important de la journée de quelqu'un qui est enfermé, quoi. Tout à fait. Le moment de plaisir un peu de la journée, donc la restauration est super importante, ouais. Comme, comme en EHPAD aussi. Ouais. Oui, oui, bah, En EHPAD. Et, je vois mes et en grands-parents. milieu, voilà. Et en milieu hospitalier, il y a un secteur hospitalier où ça aussi, c'est une très très grande importance, c'est tout le milieu de la psychiatrie. Parce que c'est des hospitalisations longues?
C'est des hospitalisations longues et pour avoir et pour travailler des fois avec certains établissements, ça fait partie du soin. D'accord. Surtout Oui, quand, aujourd'hui une bonne partie, heu, de la psychiatrie, de l'hospitalisation psychiatrique est liée à des addictions et que l'alimentation est souvent un enjeu important, d'accord. dans ces Et milieux-là. ça, c'est une expertise que vous, chez Publicao, vous allez apporter, en fait, au moment où, parce qu'effectivement, ça demande quand même une approche qui est hyper, spécifique. C'est pas simplement, je trouve un fournisseur, conforme, et dans un cadre budgétaire. C'est, en plus, je viens, travailler un peu le contenu de l'assiette et la manière dont je vais pouvoir le valoriser auprès de la Le personne qui va produit, ouais, notre métier donc qu'on pratique, au sein des différentes entités de Valae depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et on est déjà en amont sur le produit, sur l'expertise produit, puisqu'on a, bon, des consultants qui travaillent avec des industriels de l'agroalimentaire pour créer aussi des recettes oui, et quand, en tant que, centrale de référencement ou en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage sur des marchés alimentaires, notre premier métier, c'est d'élaborer ce qu'on appelle la mercuriale, c'est-à-dire le choix des produits sur lequel on va lancer pour Publicao les appels d'offres pour les collectivités. Et c'est le b.a.-ba, on va dire, et c'est la base, c'est quels produits on va aller chercher, quelles règles on met, en sachant qu'il ne faut pas être trop restrictif parce qu'on a un cadre légal aussi, oui. et comment on va créer dans le cadre des marchés publics, comment on va créer les lots pour l'appel d'offres pour permettre effectivement à aller chercher de la ressource locale, qu'un producteur puisse répondre à l'appel d'offres, parce que dans les lots qui sont proposés dans l'appel d'offres, il y a un certain nombre de lignes qui correspondent à ce qu'il produit et sur lequel il peut répondre. Ouais, donc en fait, le fait d'inclure, du circuit court, du producteur local, enfin cette forme de qualité en fait qui va tenir au territoire, ça se pense dès la conception du marché. C'est pas quelque chose Dès qui la peut se conception. gérer ensuite, enfin ça peut se gérer ensuite dans le courant du marché, mais il faut quand même que, en amont, il y ait un marché qui Il, soit il structuré. faut, il faut dès l'amont que tout soit structuré en restant dans le cadre légal et en évitant le saucissonnage excessif, mais que cela permette d'avoir toutes les chances à un producteur local de répondre et d'accéder à ce marché. Et c'est souvent là où on vient nous chercher également euh, des collectivités qui nous demandent de faire le sourcing et de voir, Ben oui. parce qu'ils ont des producteurs locaux avec lesquels ils aimeraient bien travailler, mais ils veulent que ça soit dans le cadre légal de leur marché. Et donc, on essaye de construire le marché pour pouvoir apporter des éléments pour qu'un producteur puisse répondre avec une égalité de chance de tous les candidats, Ouais, on le voit, qui est enfin la là, base ouais, ouais. des marchés publics. Je comprends bien, en gros, c'est le lien entre le chef de cuisine qui est enfermé dans sa cuisine et l'agriculteur qui, lui, est sur son champ. Comment est-ce qu'on les aide à se rencontrer? Et en fait, il faut la bonne structure, contractuelle. Faut prévoir le cadre contractuel et derrière, prévoir l'organisation opérationnelle et en fait, Tout à vous fait. allez actionner, on va dire, ces 2 leviers pour faire en sorte que, la loi s'applique au mieux, en quelque sorte, quoi. Que la loi soit respectée. Ouais, d'accord. Voilà. Non, super intéressant, hem on parlait juste aussi, peut-être en dernier point, du fait que certaines catégories de produits, il y avait un peu un effet de peut-être un angle mort au niveau d'Egalim. Il y a des catégories de produits pour lesquelles c'est facile, entre guillemets, de rentrer dans le cadre qualité ou bio. Pour d'autres, en revanche, c'est mission quasiment impossible, hein. Vous parliez de l'épicerie. Donc de toute façon, Egalim, c'est une vision globale de ce qu'on met dans l'assiette. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact sur la qualité de l'assiette ou pas? Ou est-ce que c'est juste que, en fait, on va flécher en particulier qualité et bio sur certaines catégories et pas sur d'autres? Euh, L'idéal est justement de ne pas avoir cette vision, je, je remplis mes obligations, mais après, je ne regarde pas ce que je fais avec les 50% autres. Et ouais, effectivement, il faut être dans une démarche globale et aller chercher au maximum. Euh, c'est un cadre légal, c'est une loi aujourd'hui où il n'est pas prévu de sanctions, hein.
Il n'y a pas de vrai contrôle et il n'y a pas de sanctions prévues dans la loi sur cette partie-là. C'est une loi incitative. Et donc, comme toute loi incitative, on serait tenté de dire, elle n'est pas limitative. Et il vaut mieux quelqu'un qui aura le souci de l'ensemble de ses produits euh, et de la qualité des produits, même s'ils ne respectent pas certains items. Alors aujourd'hui, de fait, la majorité des producteurs et des industries de l'agroalimentaire vont chercher, comme ils peuvent, des labels Egalim. Voilà, on a un très très gros producteur de légumes en France qui est en train d'essayer de passer un maximum euh, de ses produits sous un label équitable, Agriéthique France. Voilà, parce qu'effectivement, le travail qu'il fait avec les producteurs est dans le sens de la loi Egalim, garantit des revenus, il a des contrats qui garantissent des revenus, et donc ils sont en train de passer une bonne partie de leur gamme sous le label Agriéthique France, qui est un des labels officiels Egalim. Donc je serais tenté de dire, on peut aujourd'hui trouver des produits autres que vraiment le bio ou le label rouge ou l'IGP permettant de remplir les conditions d'Egalim dans la mesure du possible. On serait tenté de dire, si on s'en tient à l'esprit et au souhait d'avoir une nourriture de qualité, on devrait être à 100% d'Egalim. Ben, ouais, en fait, je reviens un peu. Ça m'a étonné ce qui s'est passé là depuis le 30 janvier avec les déclarations sur le fait que l'État allait lancer un audit des déclarations Egalim de 2025 pour vérifier ce qu'il y avait vraiment dedans ou pas. Euh, En fait, qui déclare, qui s'assure que les déclarations soient justes. Enfin, si dire s'il n'y a pas de contrôle, euh, est-ce qu'on peut être sur du déclaratif un peu politique où moi je décide à titre personnel que ceci est un produit de qualité et donc je le fais rentrer dans le quota. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que concrètement sur le terrain, vous, Alors, globalement, hein, de manière macro, quel est votre voilà. ressenti sur l'application et la qualité en fait de ce qu'on a dans nos textes? Aujourd'hui, l'outil déclaratif qui est mis à disposition, qui est un outil officiel qui dépend du ministère de l'Agriculture, c'est donc macantine.gouv, sur lequel les collectivités font une télédéclaration de leurs achats et de leur volume. C'est une déclaration volontaire, effectivement. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, en sachant que c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, entre autres, parce qu'on parle essentiellement de la restauration scolaire, les parents ont accès et vont voir effectivement comment se situe la cantine où mangent leurs enfants. Et en général, ils sont assez offensifs s'ils pensent que la cantine ne fait pas bien son Ouais, travail. d'accord. Ouais, donc c'est un outil Voilà. qui est quand même repris en main. On va dire qu'il y a C'est un un contrôle outil citoyen, qui est, quoi. qui est- qui Ouais. est- qui est loin d'être utilisé, d'être utilisé par l'ensemble des acteurs. On est encore loin. Je n'ai pas les derniers chiffres. Et puis là, on est dans la campagne déclarative pour 2025. Mm. Donc, on va voir à quel niveau cela monte en termes de taux de réponse et de déclaration. Mais là aussi, c'est du travail administratif qui est pas simple. euh, Parce que pour un chef de cuisine, aller chercher, alors il y a des outils mis en place. Nous, à notre niveau, les collectivités avec qui on travaille, on met à leur disposition un outil pour permettre de faire leurs commandes, qui leur permet de faire leur export directement avec tous les labels qu'ils choisissent de mettre Ouais. pour leur Mais en fait, ça, c'est le genre de télédéclaration. choses, si on le fait pas au fur et à mesure, en fin d'année, on ne peut arriver que sur des volumétries un peu. Bah, c'est compliqué si vous devez reprendre Les mercuriels, c'est effectivement compliqué, hein. Je veux dire, il y a un nombre de produits hyper important dedans. Donc, si vous devez reprendre toute votre facture ligne à ligne sur toute l'année, ah bah oui, oui, oui. voilà. Oui, 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 c'est sûr. C'est Donc certain. c'est vrai C'est. qu'aujourd'hui, un outil informatique de commande, réception de commande qui vous ventile directement, et donc c'est ce qu'on a à disposition, permet au chef, à la limite, s'il a juste un clic à faire en fin d'année, euh, un export, un clic, et puis là, sa répartition des achats selon différents labels Egalim. Ok. Ce qu'on voit là, quand même, hein, c'est que donc Egalim, c'est une ambition qui est fixée au niveau national.
c'est un cadre qui laisse la place à une adaptation au niveau territorial et à un ajustement de l'interprétation du terme qualité. Donc, et puis il y a les fameux 50%, qu'est-ce que je mets dans la qualité, et puis les 50% restants, qu'est-ce que je mets dans ce qui n'est pas de qualité. Du coup, on en revient toujours un peu au nerf de la guerre, hein. Le juge de paix dans tout ça, c'est le budget, parce qu'en fait, c'est lui qui va, il me semble, arbitrer les décisions finales au niveau local. Donc, l'idée là, c'est de comprendre dans ce cadre d'Egalim et dans ce champ d'application possible, concrètement sur le terrain, quand on regarde d'un point de vue budget ce qui peut être fait, où est-ce qu'on en est. Tout à l'heure, on a parlé de clientèle hein, en restauration collective dans le public, donc les enfants, les agents, donc les restaurants d'administration, les personnes âgées, l'hôpital, le pénitencier. Quel est le budget par assiette en fonction de ces cibles-là? Et du coup, est-ce que l'application d'Egalim, vraiment au sens strict du terme, est possible dans ces marges budgétaires? Je serais tenté de dire globalement, le budget est insuffisant. Et surtout complètement inégal Inégal. sur la restauration, inégal sur la restauration. Mais peut-être que la loi devrait fixer comme il y a le SMIC, on devrait peut-être fixer un prix minimum et dire, bah, si vous faites un repas, à minima, vous devez consacrer telle somme. Parce que j'ai vu des marchés tourner avec des cibles de repas par enfant à 2 euros. Même moi, aujourd'hui, Ouais. on a la restauration scolaire à 1,80. Et puis, et j'ai un cas précis, où le chef de cuisine, il a 4 euros. Sauf que la commune, elle a une centrale nucléaire. D'accord. Eh Donc, ben elle a oui. le budget. Donc elle a le Et si budget, on parce que la revient centrale va payer les effectivement, taxes locales qui vont permettre d'augmenter le voilà, budget. suffisant qui lui permet d'avoir ses open bar, quoi. Ouais. J'en Mais parlais avec un il y a quelques DGS. communes en France comme ça qui ne savent pas quoi faire de leur argent et donc qui ont les moyens de leur politique. Et effectivement, si on revient sur le cas que vous évoquiez en début, donc d'une commune de Bretagne, hein, qui est la commune de Rosnoën, dans le Finistère, qui en 2021 s'est fait retoquer par la Chambre régionale des comptes parce qu'elle était sur une alimentation effectivement 100% locale, bio, voilà, pour à peu près une centaine d'enfants à la cantine, et que le budget, son prix de revient, était en gros 2 euros plus cher que la moyenne de la restauration scolaire de l'époque, et que la Chambre régionale des comptes lui a dit que il fallait qu'elle revoie sa politique parce qu'elle avait besoin euh, de, de, surtout de rénover son assainissement, qu'elle avait besoin d'argent et que la dégradation financière de la commune était due à l'investissement qu'elle avait mis dans sa restauration scolaire en ayant une alimentation 100% locale, bio, vraiment, qui devrait à la limite être la base Ok, pour donc tout le là, monde. l'équipe municipale avait fait le choix euh, de nourrir les enfants avec une alimentation super qualitative, enfin, je veux dire avec un prix par Mm. repas qui nous semble Voilà, cohérent avec ce qu'on peut pratiquer à la maison. voilà. Euh, euh, mais à côté de ça, la commune, elle était en difficulté financière et en particulier, elle avait besoin de gros investissements sur le réseau d'assainissement. Et donc la CRC, qui a fait un audit en fait des comptes de la commune, c'est ça, de manière globale, a C'est à faire un identifié qu'il y rapport, avait hein, une comme elle poche fait régulièrement des rapports, et a pointé effectivement le surcoût, qui avait un gisement en fait entre guillemets de que c'était trésorerie. pas, Enfin ouais, ouais, ouais. c'est un surcoût. En plus, c'était un changement de mode. Avant, c'était des repas livrés hein, d'une cuisine centrale, d'un prestataire. Ils ont internalisé. Alors effectivement, ça a le coût parce que le salaire du cuisinier, de l'investissement de matériel. Mais voilà, c'était un choix politique d'offrir une restauration scolaire dans ce village de Bretagne Après, pour 100 euh, repas par jour, ça de s'amortit. qualité. Ouais. C'est un peu ça, c'est qu'effectivement, à ce niveau-là, plus on produit de repas, moins le repas coûte cher. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est un choix politique et
D'accord. Ça paraît fou de nourrir un enfant avec 1,80 € et c'est un enfant jusqu'à quel âge? Bah, n'importe qui fait ses courses, s'il essaye de faire la même chose à la maison, ça va être compliqué, quoi. Ah oui, il va avoir une pomme, hein. C'est une pomme, un quignon de pain, Alors, voilà. effectivement, les tarifs que l'on peut avoir, et dans le cadre d'appels d'offres, hein, et c'est ceux qu'on peut pratiquer, ne sont pas tout à fait Oui, les on n'a mêmes pas que accès au même ceux que niveau de vous prix. avez, Déjà, on en achète, consul c'est du voilà. hors Vous n'avez taxe. pas, voilà, vous n'avez Déjà, pas c'est du du hors tout taxe accès, aux mêmes et tarifs. et ensuite, il y a de la Alors volumétrie c'est pas qui va avec, c'est c'est normal. c'est du hors taxe, mais non, les communes payent la TVA, payent TTC, comme vous et moi quand on fait les courses, hein. Les collectivités, ne récupèrent pas la TVA sur leurs achats de fournitures, donc on est bien D'accord. sur du TTC, heu, mais effectivement les coûts, voilà, via, les distributeurs, ou autres, heu, sont pas ceux qu'on trouve quand on fait nos courses, au supermarché. Et du coup, où se font les arbitrages? Parce que, enfin, je veux dire, je reste sur ce 1,80 € par enfant, hein, mais 1,80 € par enfant, 50% qualité, 20%, dont 20, enfin, 20% en bio, 30% qualité, 1,80 €. Comment on y arrive en fait? Même si on peut acheter un niveau de volume supplémentaire, malgré tout, ça semble être une équation super compliquée à déployer sur le terrain. Du coup, les C'est une arbitrages, c'est équation quoi exactement? très compliquée, c'est des arbitrages, on l'a vu, lors de l'hyperinflation qu'on a eue sur 2022-2023, après le confinement, après la Covid, avec des restaurants et des prestataires, qui sont passés de 5 à 4 composants dans le menu, par exemple. On supprime un composant, on augmente le grammage de ce qui coûte pas trop cher, on diminue le grammage, entre autres de la protéine animale, hein, qui aujourd'hui atteint des sommets quand on voit aujourd'hui le prix d'un steak haché. Ah oui, oui, Voilà. nous on le voit, enfin je veux dire quand on voit oui, c'est ça, le prix du steak haché qui a mais explosé, sur ces dernières années, c'est difficile Quasiment d'avoir du doublé. bœuf dans une cantine, hein. Enfin j'imagine que Très, très difficile. et du coup, qui absorbe, ce choc de l'inflation? Est-ce que ce sont les prestataires de restauration collective? Est-ce que c'est, les collectivités? Hem, Alors, heu, il y a une première période parce que liée par des marchés, alors quand, la restauration est concédée, ce sont les prestataires, voilà, qui les ont absorbés tant qu'ils ont pu, jusqu'à ce qu'ils ont été obligés, ben, de demander des avenants et de revaloriser, hein, les prix. Heu, Quand la restauration est donc en régie et autogérée par les municipalités, c'est les municipalités qu'on prend en charge le surcoût parce que certaines ont essayé de d'en reporter une petite partie du coût sur le prix payé par les usagers, donc par les familles en restauration scolaire ou par les familles en EHPAD. Mais, voilà, de toute façon, heu, en restauration scolaire, une famille, en gros, au maximum, paye 50% du prix de revient du repas. Le prix de revient avec le personnel, les fluides et tout ça. On est à peu près là-dessus, c'est 50%. Et on sait très bien qu'on ne peut pas augmenter, au niveau, de nécessaire, l'inflation, en fait? le prix Ouais. payé par les familles. Parce que dedans, on a, ce prix moyen aux alentours, voilà, 3,50, 4,50 que payent les familles, en sachant qu'un certain nombre de communes ont, une facturation, sociale, des fois modulée selon le quotient familial. Il y a aussi les repas à 1 €. Voilà. Quand la commune, son repas lui revient à 7,50 ou 8 € et que les familles payent 1 €, bah, c'est la solidarité, c'est l'impôt, Ouais. c'est la Non, mais oui commune et qui forcément finance, ça vient peser voilà. sur, Et donc c'est des c'est bien un arbitrages, choix hein. politique. Ouais. C'est de l'arbitrage C'est et c'est un choix politique. ouais, ouais. Et C'est où est-ce que je ça flèche reste d'autant plus un choix politique qu'il faut savoir qu'une commune n'a aucune obligation d'offrir un service de restauration scolaire. d'accord. OK. Mais aujourd'hui, on ne peut pas concevoir en France, Bah parce oui, que c'est une aussi école une sans spécificité cantine, c'est française, ça que une en fait, école quand sans je cantine scolaire. bah Voilà, oui, non, ça paraît dingue. voilà. Il faut savoir Oui, qu'il y a un oui, oui. certain nombre de pays
d'Europe où ça n'existe pas ou très, très peu. Ah, et donc les enfants arrivent avec leur petite boîte à repas le Arrivent midi, avec c'est ça? leur repas, voilà. Oui, ça paraît incroyable parce qu'on se dit bon, est-ce qu'il faut que je quitte le travail pour revenir chercher mon enfant, le faire manger, le ramener, retourner au boulot et tout, ça semblerait Oui. effectivement culturellement ça me paraîtrait incroyable. Non, c'est un service qui est, voilà, qui est vraiment dans nos mœurs, dans nos pratiques, y compris, dans des zones, rurales, dans des petits villages où il y a, des petites écoles dans le cadre du RPI, où, ça arrive que, les enfants, parce qu'ils sont pas nombreux, ils sont 15 ou 20 à manger à la cantine parce que il y a guère plus à l'école. En fait, ils mangent au restaurant du village. C'est le restaurant du Ah mais village oui, qui fait office de cantine. oui, oui. Parce qu'effectivement, n'importe quelle école, quelque part, ce service paraît vraiment, incontournable, quoi. C'est vrai que ça nous, enfin, après dans les petits villages ruraux, hein, je suis dans le sud de la France, on a de la famille un peu partout autour, donc on peut avoir des villages qui sont tout petits avec 50-60 habitants. Euh, Forcément, il n'y a pas de service. Après, enfin, il n'y a pas de service. Si, il y a des services, du coup, qui sont hyper premium parce que ils sont construits Mais spécifiquement pour voilà, les mais 4 parce que, enfants. D'avoir, aujourd'hui, une petite commune rurale qui a encore la chance d'avoir une école, parfois une classe unique ou 2 écoles, avec un RPI, un rassemblement pédagogique, avec une commune d'à côté, heu, elle va tout faire pour attirer des familles avec des jeunes enfants pour maintenir son école. bien Mais la sûr, et oui, famille qui travaille à 20 ou 30 kilomètres, elle viendra qu'effectivement s'il y a un service global pour prendre en charge les enfants, que ce soit de la garderie le matin, le repas à la cantine le midi, la garderie le soir. Parce que si on veut que la famille vienne s'installer là, il faut qu'il y ait cet ensemble de services et c'est ce qui ouais. permettra de maintenir l'école. Bah oui, c'est ça. Et éventuellement, un système de navette pour aller chercher les petits et les ramener le soir Voilà. à la maison, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais je vois bien le schéma, on l'a autour de nous. Mais du coup, c'est super intéressant. Euh, Aujourd'hui, donc la restauration collective, euh, elle est gérée de manière assez différente d'une collectivité à une autre. Donc, soit c'est complètement internalisé, j'ai une cuisine en interne et je vais acheter mes fournitures à l'extérieur. Soit on s'en remet à un prestataire qui, lui, va soit gérer dans sa cuisine à lui, soit opérer la cuisine de la collectivité et servir les repas sur place. En gros, quels sont les différents modèles de restauration collective et à quels objectifs, à quelles contraintes est-ce qu'ils répondent? On va dire il y a trois modèles. Euh, on a le modèle où la collectivité gère en régie. Alors, sous éventuellement différentes formes juridiques, où c'est la commune en direct, où il y a un syndicat, à vocation unique souvent, qui a été créé, un SIVU, avec d'autres communes, où on voit à l'heure actuelle des cuisines centrales un peu plus importantes qui se créent, mais gérées par les collectivités à travers un groupement d'intérêt public, un GIP, voilà, d'excellentes structures juridiques, mais voilà, c'est un service, c'est la collectivité, des collectivités publiques qui gèrent ça, qui font leur marché de fourniture alimentaire. Après, vous avez deux modes de restauration concédée, c'est-à-dire la collectivité dit moi je n'ai pas les moyens ou je ne veux pas m'investir vraiment dans le quotidien, donc je concède à une société de restauration Oui, à travers parce que voilà, dans un le premier appel cas, ça veut d'offres, dire gérer tout le staff. l'ensemble des problèmes et Oui, le oui, oui. personnel. Ouais, ouais. Ensuite, à travers donc une délégation de service public, vous avez deux modèles où on garde le modèle de production sur place, mais c'est effectivement la société de restauration qui met en place son personnel, qui gère l'ensemble, où on est sur des repas livrés en liaison froide, et c'est la société de restauration qui a une cuisine centrale et qui livre les repas tous les jours, voilà, dans l'établissement quel qu'il soit, Et avec une remise en température. Là aussi, ça peut être du personnel de la société de restauration, comme ça peut être du personnel de la collectivité, qui est pris en charge par la collectivité, qui fait le service et la remise en température. Et puis, globalement, il y a un modèle qu'on oui, il c'est- y a un modèle qu'on trouve
qui est un peu entre les deux, qui existe encore dans certaines régions de France et on travaille, nous, avec un certain nombre, où ce sont les associations de parents d'élèves qui gèrent la cantine scolaire. Donc dans des locaux mis à disposition par la mairie, qui bénéficient d'une subvention versée par la mairie, mais qui gère, qui est l'employeur du chef de cuisine et qui gère l'ensemble, et qui dans ce cas-là, entre autres, sur les achats, n'est pas soumis au code de la commande publique puisque c'est une association. Ah, c'est intéressant. Voilà. Mais c'est un modèle qui a plutôt tendance à disparaître, qui est très lourd parce que respecter entre autres la réglementation, la loi Egalim et tout ça, c'est lourd, qu'on a Ah, affaire c'est à des technique. parents bénévoles, C'est un métier, hein. Oui, oui. et que la durée de vie d'un président est un peu limitée parce que la personne va s'investir tant que ses enfants sont à l'école primaire. Le jour où ils sont plus à l'école primaire, voilà, donc un renouvellement. Donc si vous tombez sur une équipe de parents bénévoles, investis et tout, ça va très bien fonctionner pendant 3-4 ans. Et puis s'il n'y a plus personne derrière pour prendre le relais, imaginez ce que ça peut être de gérer Pour une cantine, c'est incroyable. un restaurant scolaire qui, pour certains, font 100-150 repas jour. Ah, mais c'est un Vous métier, hein. imaginez que c'est un C'est un métier, métier, c'est un c'est un travail, c'est boulot pas. Ouais, ouais. qui prend du temps, c'est compliqué. Mais du coup, Mais ce c'est que un modèle qui existe encore dans certaines régions de France. donc du coup, concrètement, là, on a des modèles qui vont de l'internalisation, donc la collectivité fait la plus grande partie du repas ou le repas en entier, à des modèles qui sont à l'autre extrémité, la collectivité a complètement délégué la partie restauration collective. En termes de enfin, vous voyez, quand on regarde le terrain, quelle est la carte un peu de France? Est-ce qu'on est plutôt du côté délégation très, très, enfin, à 100% ou quasiment totale, ou internalisation de la compétence restauration collective dans les collectivités? J'aurais pas de chiffres au niveau Non, ouais, c'est national plus un ressenti. Oui. pour avoir cette répartition-là. On sait qu'il y a des régions où, voilà, comme le Nord, la restauration concédée s'est beaucoup développée parce qu'il y avait des sociétés historiques, hein, Mm. Dupont Restauration ou API dans des régions qui se sont développées. D'autres régions où ces sociétés-là sont moins implantées, donc forcément il y a moins de recours et de possibilités pour les collectivités d'aller chercher ce type de prestataires. Aujourd'hui, on a de ce côté-là un grand nombre de prestataires de toute taille, des plus petites sociétés qui vont gérer des fois tout à fait localement, ou qui font du traiteur, des traiteurs qui font du portage de repas pour quelques petites écoles. On a beaucoup de traiteurs qui ont une activité 50-50, qui continuent une activité traiteur événementielle, mais qui au quotidien fabriquent des repas et vont livrer des repas, surtout dans des petites cantines scolaires. Vous avez des fois des cantines à 30 ou 40 élèves. Et donc c'est un traiteur qui vient livrer les repas en liaison Ça, froide. c'est des cantines en fait qui vont échapper aux gros acteurs classiques qu'on a l'habitude d'entendre de la restauration collective. C'est trop petit pour en fait qu'ils arrivent à servir ces. Effectivement, c'est plus facile pour un traiteur local de se positionner pour aller livrer 3 ou 4 cantines dans des petits effectifs qu'effectivement un très gros, hein. Voilà, on connaît les noms, Elior, Oui, voilà, Sodexo, Sodexo. voilà, leur cuisine centrale. Ça va être plus compliqué pour eux, effectivement, même si, à la limite, c'est presque plus facile pour eux, parce que quand vous avez une cuisine centrale qui fait 7-8 000 repas jour, vous en mettez 30 ou 40 de plus, ça se voit pas. Après, il y a la logistique de la livraison, mais qu'il faut pouvoir intégrer. Non, non, mais Mais c'est d'un intéressant. autre côté, en termes de positionnement, y compris tarifaire, des traiteurs arrivent à se positionner sur un appel d'offres d'une commune, euh, surtout si on est sur une petite commune et qu'on est en dessous du seuil Oui, donc de publicité, donc qui passe à 60 000 euros bientôt par là, an dans le 1er à avril. partir du Ouais. 1er avril. Voilà. Une cantine scolaire qui a 30 ou 40 repas, elle sera en dessous de ce seuil-là. Donc elle n'a pas forcément d'obligation de lancer un appel d'offres et elle Non, peut mais c'est travailler intéressant. Je après le prends comme consultation avec ouais, le traiteur local. je le prends comme un Par contre, signal ce un peu qu'on pour note, les entreprises. Oui, ouais.
Voilà. Ce qu'on peut noter au niveau national, c'est quand même, ces dernières années, une volonté d'un certain nombre de communes de reprendre la main sur leur restauration collective et Mm. de revenir, voilà, en autogestion, en régie avec des villes assez importantes, hein. Nous, on a commencé depuis l'année dernière avec l'agglomération de Compiègne, et entre autres la ville de Compiègne, qui avait plusieurs restaurants scolaires concédés à une société de restauration et qui là, progressivement, les reprend tous en régie pour avoir la main complète sur son service de restauration Qu'est-ce scolaire. qu'elle cherche à faire? Parce que, en fait, en ayant la main complète, on rajoute quand même beaucoup de complexité opérationnelle, hein, la gestion du personnel, la qualité. L'objectif, il est qualitatif, contenu de l'assiette, qualitatif, et lien également, parce que c'est souvent dans le cadre des PAT, hein, plans alimentaires territoriaux, voilà, essayer d'aller rechercher des produits locaux, de fournir des débouchés aux agriculteurs et aux producteurs locaux, tout en essayant effectivement d'augmenter la qualité euh, de l'assiette pour les enfants. Alors, ok, j'entends, je veux juste creuser deux sujets, parce qu'il y a le côté euh, la collectivité, l'administration, quelles sont ses marges de manœuvre et en fonction du choix qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va déclencher derrière comme bénéfice ou éventuellement comme effet de bord, et derrière les entreprises lesquelles peuvent se positionner comme non. Pour revenir sur la collectivité, l'intérêt d'être en régie, si je comprends bien, hein, d'opérer en direct, c'est de reprendre la main sur la qualité finale de l'assiette en acceptant du coup le coût d'investissement de remonter une cuisine centrale, parce qu'on le sait, une cuisine, ça coûte super cher, surtout les cuisines professionnelles. Euh, il faut recruter bien, il faut réussir à manager, former, faire évoluer toute une équipe. Enfin, c'est un, c'est un projet en soi. Donc, on reprend une complexité importante au niveau de la collectivité pour atteindre de la qualité. Ça paraît, en fait, moi, un peu naïvement, hein, on se dit, le fait de passer par un prestataire 100% délégué, ça permet de s'en remettre à quelqu'un qui peut acheter en gros, recruter, former, animer une équipe en gros, donc vraiment avec une structure dédiée. Donc théoriquement, il devrait être hyper performant sur ces sujets-là. Mais en fait, on le sait aussi, hein, c'est qu'à un certain moment, quand on atteint une taille critique et qu'on va beaucoup plus loin, après, c'est du rendement décroissant. Donc en fait, on perd la qualité qu'on avait atteinte en atteignant le seuil cible. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là dans la restauration collective? Est-ce que c'est pour ça que Compiègne veut reprendre la main? Oui, oui, manifestement. Et les crises, la Covid, l'inflation et tout ça, ont, Ah, ont amené effectivement à un surcoût des sociétés de restauration, avec une dégradation forcément pour qu'ils puissent reconstituer leur marge de la qualité des produits. Même, c'est un peu le paradoxe où effectivement un certain nombre vont être, je serais tenté de dire virtuellement, pas forcément virtuellement, mais vont peut-être être bons vis-à-vis de la loi Egalim, parce que vous allez avoir 20% de bio, mais quel bio? Parce que si c'est ouais. du bio de l'autre bout du monde, et puis si vous les 50% autres, vous faites n'importe quoi. Et puis effectivement, c'est difficile pour une société de restauration à une grande échelle, même si certains essayent, mais d'aller traiter Avec le sur le producteur terrain local. avec le producteur local et tout ça. D'accord. Donc en fait, ce que cherche la Après, collectivité, effectivement, on dit aux communes, mais ouais, pourquoi vous allez vous embêter, ça coûte cher une cuisine, mais c'est quand même un service. Mais on leur pose pas la question quand ils font une bibliothèque, une médiathèque, un gymnase, un ah terrain oui, de moi c'est foot. sans jugement, hein, c'est pour Voilà. comprendre. Donc, Ouais, ouais. je pense que les enjeux, autant on pense, ouais, il faut faire des terrains de foot parce qu'il faut occuper les jeunes, et puis il y a du lien social et tout ça. Bah, la restauration scolaire, c'est aussi Ah la bah oui, base oui. aussi pour des enfants. Surtout C'est un aujourd'hui, on moment sait que, partagé hyper important, hein. Oui, oui. voilà, et puis on sait aussi que dans certaines zones, bah, le repas chaud pris à la cantine va être pour un certain nombre d'élèves le seul repas de la journée. Ah ouais, d'accord. Faut pas Ouais. l'oublier, ça aussi, dans certaines zones.
Ouais, donc en fait, l'objectif de la collectivité, c'est de reprendre la main sur trois choses, si je récapitule, mais c'est aussi un signal aux entreprises. Mettez-vous aussi peut-être anticiper ce besoin-là, mais le premier, c'est de remettre de la qualité dans l'assiette. Le deuxième, c'est de reprendre la main sur le sourcing, s'assurer de faire fonctionner le réseau local, en fait, les circuits courts. Et le troisième point, c'est le rôle social de la cantine que vous venez de mettre en lumière là, qui est un moment qui est très très important et qui du coup doit être soigné euh, Tout à pour fait, que ce soit un moment dans la journée de l'enfant, quoi, tout si à je fait. comprends bien. C'est essentiel parce qu'en plus, on a quand même des communes, nous on le voit, où on est le taux de présence d'élèves à la cantine par rapport à l'effectif, on est à plus de 95%, quoi. Quasiment Parce tous que les moi, élèves mangent à la cantine. en voyant, en analysant un peu les marchés qui passent sur les sujets de restauration collective, j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de marchés avec des systèmes de délégation quand même Oui, assez oui, oui. poussés, soit totale, soit à travers de la liaison, je vais y arriver, de la liaison froide avec du réchauffé sur place. Mais donc du coup, la collectivité, le sentiment que ça donne, en tout cas, c'est qu'elle a probablement perdu de l'expertise sur ce sujet de l'alimentation et qu'elle est aussi liée, on va dire limitée à ce que va lui déclarer son fournisseur sur la qualité de l'assiette. Enfin, c'est compliqué pour elle de savoir ce qui est réellement servi, sauf à y être tous les jours pour valider qu'on est bien sur le bon niveau de Tout, qualité, de grammage, d'origine et qu'on n'est pas sur un déclaratif un peu à la serpe qui pourrait peut-être passer sous silence c'est clair certains que choix alimentaires, quoi. le, Ouais. mais comme beaucoup d'autres sujets, on reste dans une politique locale, essentiellement, municipale, ou départementale, quand on parle des collèges, par exemple. Euh, tout dépend de la sensibilité des élus au Oui. sujet. Vous en avez pour qui c'est un non-sujet, et puis ça va très bien, il y a une SDR, et puis en gros, les parents devraient être déjà contents qu'on s'occupe de leur gamin entre midi et deux. Donc, c'est Les un choses peu sont ça, dites. hein. Donc, les choses sont, non, mais voilà. Et puis d'autres pour qui c'est un vrai sujet, pour qui c'est un engagement, et puis forcément que vous n'allez pas raisonner pareil si vous êtes dans une zone plus rurale avec des producteurs, avec une tradition, que si vous êtes en banlieue parisienne, dans des zones où il y a très très longtemps qu'il n'y a plus d'agriculteurs à proximité, quoi. Je comprends. Mais du coup, aujourd'hui, une collectivité qui voudrait reprendre un peu la main, la maîtrise de l'alimentation, en fait, de ce qui est servi dans la restauration collective, par quoi est-ce qu'elle pourrait commencer sans forcément aller jusqu'à réinvestir dans une cuisine centrale opérée en direct. Vous voyez, quel serait un peu un juste milieu, un espèce de compromis sur je reprends la main, je veux avoir à nouveau de la visibilité sur la qualité de ce qui est servi aux enfants, à mes agents, aux personnes âgées ou à l'hôpital, etc. Sans pour autant avoir cette ambition de l'opérer en direct parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai pas la bande passante, j'ai pas la surface, j'ai pas l'investissement. Vous voyez, euh, C'est de construire son appel d'offres et un marché qui permettrait éventuellement d'ouvrir le marché on va dire, un petit opérateur, ce qu'on évoquait tout à l'heure, des traiteurs locaux avec qui on peut avoir un lien direct, y compris avec le patron, quoi, avec le chef de cuisine euh, du traiteur ou de la société de restauration, voilà, qui permettent au quotidien d'ajuster et voilà, donc avec la proximité. en fait, c'est de On a reprendre la main peut-être sur le sourcing sur le des sourcing, producteurs locaux, y c'est compris ça? du prestataire, et pouvoir être vraiment dans un lien direct avec vraiment le responsable pour pouvoir échanger, et puis avoir un cahier des charges très très précis de ce qu'on veut dans D'accord. l'assiette. Mais ce qui nécessite, parce que les achats sont les mêmes hein, pour un traiteur
une société de restauration en régie, c'est le budget qu'on va bien vouloir consacrer à l'achat des matières premières. C'est sûr. Et Oui, surtout oui, des matières reprendre premières. la main, c'est pas simplement, enfin, c'est déjà commencer par mettre du contrôle et de la supervision C'est de s'assurer, à tous les bouts de mais la chaîne. c'est là où c'est compliqué, parce qu'un cahier des charges, ça veut dire, si vous faites un cahier des charges, à la limite, il faudrait, y compris définir tous les grammages, les origines des viandes, enfin avoir des demandes très précises et un contrôle permanent de la prestation. Et ça, c'est possible effectivement, et éventuellement, avec un prestataire vraiment de proximité. Ouais. En fait, ça pose un peu la question. Mais Ouais. qui, à contrario, n'aura pas forcément des gros volumes d'achat, et donc sera plus contraint au niveau tarifaire par le niveau de prix auquel il achète sa marchandise. Mais du coup, enfin, ça pose aussi un petit peu le sujet, me semble-t-il, hein, de la relation avec le prestataire. On parle souvent de rapport de force, hein, quand on parle de ce genre de choses, mais c'est peut-être un peu extrême, mais l'entreprise absorbe en fait l'inflation parce qu'elle va avoir du mal à reporter 100% de cette inflation sur ce qu'elle facture. Donc, elle est obligée de dégrader ses marges et la qualité. La mairie ou la collectivité qui a pris une partie de cette inflation à sa charge va essayer d'en refacturer une petite partie aux usagers, mais encore une fois, c'est encore plus limité en termes de répercussions possibles. Et donc forcément, le prestataire d'un côté, lui, il se sent mis en danger parce que ses marges sont menacées. Et donc, il baisse la qualité. La collectivité se sent mise en danger parce que la qualité baissant, il y a un mécontentement, à mon avis, qui monte de la part des usagers ou des parents d'élèves, ce genre de choses. En fait, le fait de reprendre en régie, c'est une forme de solution. Mais est-ce que ça règle vraiment ce problème-là? Est-ce que, voyez, comment est-ce qu'on pourrait réussir à remettre à plat un peu les effets de cette augmentation des coûts depuis le Covid? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, la question, elle est là. Le Covid et la guerre en Ukraine, avec toute l'inflation que ça a pu générer, ont généré une rupture dans le modèle qui était mis en place, dans le modèle économique en fait qui était mis en place jusqu'à présent. Et c'est ce modèle économique, soit qu'il faut réajuster au regard de l'explosion des prix et qui continue en plus. Enfin, vous voyez, soit c'est le modèle économique, soit c'est le modèle opérationnel, mais j'ai un peu de mal à comprendre où sont les rapports de force, en fait, où sont les centres de gravité Je, maintenant. je pense qu'on est, hélas, que ce soit dans une commune ou tout un chacun dans son ménage, il y a un moment, effectivement, quand on a des budgets contraints qui explosent, hein, quand on fait des courses, ben on essaye de récupérer sur d'autres budgets, hein, parce que effectivement, les ressources des collectivités, surtout aujourd'hui, sont pas exponentielles, bien au contraire. Euh, et dès l'instant où on fait de l'arbitrage, c'est un choix politique. Et effectivement, une commune, il y a un moment où il faut qu'elle essaye de trouver le bon canal pour acheter le mieux possible. Et là, c'est là où le recours, une gestion directe avec un recours à un certain nombre de producteurs locaux. On sait que sur un certain nombre de produits, même si c'est pas vrai tout le temps, mais euh, un producteur local va être moins sujet à, à l'inflation, à une partie de l'inflation qui est liée uniquement à de la spéculation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de matières premières ne sont que des matières de spéculation. On subit, nous, des hausses de prix. Alors, de temps en temps, on essaye de vous enfumer en vous expliquant oui, mais la métaux à telle zone du monde, la hausse de la production, Oui, oui, oui. la baisse. Non, non, il y a des On sait effets. qu'il y a des matières premières qui sont avant tout des matières de spéculation. Donc, effectivement, le producteur local, lui, il ne va pas varier le prix de son yaourt en fonction de l'offre et de la demande. Et aujourd'hui, au niveau du bœuf, par exemple, un producteur local va pouvoir être compétitif parce que même s'il a des coûts de production qui ont augmenté, il va pouvoir
plus facilement maîtriser son prix de vente de sa viande de Ouais. bœuf par rapport à des cours mondiaux et à des prix fixés par les industries agroalimentaires et les grands réseaux de distribution qui sont liés effectivement à l'offre et à la demande et donc à des marchés spéculatifs. Et en fait, ça laisse la place, parce qu'en fait, moi, quand j'entends tout ça, je me dis: «Bon, sauf si tu es, une énorme société avec des effets d'échelle, hyper importants et des moyens derrière qui permettent, d'organiser du sourcing, enfin une connaissance extrêmement fine de tous les territoires, c'est difficile de rentrer dans les marchés publics de restauration collective». Mais ce que vous dites fait apparaître une réalité qui est complètement, différente de peut-être de la Tout à croyance que fait. je pouvais avoir, hein. C'est C'est qu'en fait, il y a de la place pour les nouveaux entrants, à condition en fait d'être capable de gérer une partie de cette complexité. Donc si on devait, synthétiser un peu, où est la marge de manœuvre, en fait, où sont les opportunités, on va dire, pour un nouvel entrant qui sont pas aujourd'hui gérées, hem, comme il se doit par des gros acteurs parce qu'eux, ils ont forcément une inertie qui est plus importante. Quels seraient ces champs? Aujourd'hui, tous les jours, hein, je vois éclore des nouveaux intervenants, prestataires de restauration qui font de la livraison de repas en liaison froide. Euh, Aujourd'hui, après, euh, il faut que ces prestataires qui se lancent évaluent bien leur seuil et, et arrivent à savoir quelle est leur limite parce que ils vont de, en démarrant avec un souhait de faire de la qualité, d'aller chercher des produits locaux et tout ça, euh, qui va correspondre à la demande des collectivités autour d'eux. Euh, S'ils veulent pouvoir garantir cette qualité, cet approvisionnement, ben, il ne va pas falloir non plus qu'ils grossissent trop parce qu'ils ne vont plus trouver la marchandise, ils vont avoir d'autres modes de production qui vont impliquer Ouais. une dégradation de la qualité de l'assiette. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a un point de bascule. C'est-à-dire Oui. qu'il faut avoir la bonne taille pour pouvoir développer toute une catégorie, enfin toute une panoplie de services, hein, une personne qui sera dédiée au sourcing, à aller rencontrer dans les exploitations les producteurs locaux, à aller rencontrer les différentes plateformes éventuellement de circuits courts qui pourrait y avoir. Enfin bref, il y a un Oui. temps, on sent qu'il y a un temps de sourcing qui est hyper important. Derrière, il y a un temps d'arbitrage. Comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai des produits qui remontent du circuit court, mais la volumétrie n'est pas suffisante. Donc, comment est-ce que je fais pour composer avec cette volumétrie, cette cyclicité et surtout le côté un peu immédiat, hein, c'est-à-dire que j'ai à disposition des légumes maintenant, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant, et je les ai dans telle volumétrie, pas plus quoi. Donc ça nécessite quand même d'avoir une taille suffisante, mais dès que je bascule un peu plus loin, bah, je perds cet ancrage au local, et donc je rebascule dans l'ancien modèle en fait qui C'est, lui, c'est, voilà, c'est ça, c'est ouais. l'éternel problème à tout niveau. Moi, j'ai des exemples, même en amont, enfin, sur des distributeurs. Je pense à un exemple de fruits et légumes qui avait commencé deux gars tout seuls dans un bout de hangar qui faisaient ça localement avec la restauration commerciale et tout ça et qui pouvaient vous dire voilà, je vous livre les carottes de Monsieur Dupont à tel endroit, les pommes de terre de Monsieur Martin, tout ça. Ouais. Sauf que leurs produits, leurs services étaient de telle qualité qu'ils ont eu de plus en plus de demandes. Et à un moment, bah, pour Ils ont continuer à été se limités développer, il par n'y avait l'offre. plus les volumes. Donc ils ont été chercher des volumes sur, sur le Amine. Et moi, j'ai des collectivités qui travaillent avec et qui un jour m'ont dit bah, j'arrête parce que la tomate que je viens de recevoir aujourd'hui, elle ne vient pas de monsieur machin, euh, elle vient de Belgique. Parce qu'effectivement, bah, leur, Oui, le gisement n'était pas suffisant. En fait, le leur offre était circuit court inférieure à la local n'était demande, pas et donc pour suffisant pour répondre à la satisfaire la demande demande. qu'ils avaient, bah, ils ont été chercher ailleurs, mais de fait en dégradant leur modèle initial. Ouais, je comprends. Du coup, si vous étiez, là, aujourd'hui, vous parlez à une entreprise qui veut rentrer dans ce marché, quelles sont les erreurs, que vous leur,
conseilleriez d'éviter de faire? Quelles sont les grosses erreurs à ne pas faire Alors aujourd'hui quand on veut rentrer dans la restauration? globalement, pour répondre à un appel d'offres public, dans tous les domaines, heu, il y a 2 erreurs à ne pas commettre et on voit puisque nous on lance des appels d'offres et on voit ceux qui réussissent et ceux qui ratent. Heu, c'est un, bien lire en détail toutes les pièces du marché, Oui. parce que le diable se cache toujours dans les détails et des fois, rien qu'à la lecture, on sait bien que, ouais, c'est pas la peine parce qu'il y a un certain nombre de choses qui font qu'on n'a aucune chance ou au contraire, on a toutes les chances et surtout prendre le temps et pas faire ça à l'arrache. Alors les Ah délais ah, sont pas toujours suffisants, mais oui. normalement, il y a quand même des délais, hein, sur un marché Mmh. formalisé, il y a au moins 30 jours, entre la parution et le dépôt des offres et moi donc nous on lance, voilà, des marchés, en permanence, des appels d'offres et quand je vois, quand vous dites, bah, voilà dépôt, dernier délai, telle date à midi, quand vous voyez le nombre de dépôts que vous Mmh. avez entre 11 heures et midi, y compris de grandes sociétés de multinationales, ça fait peur. Beh, ouais, après, je comprends. Après, c'est Je sais que mais voilà, mais une c'est question d'organisation de l'équipe. C'est que l'équipe, elle est, soit vous avez quelqu'un qui est dédié et effectivement, il va s'occuper de la partie, réponse à appel d'offres, avec, beaucoup plus de hauteur et il va piloter, les différents experts en interne qui vont permettre de construire la réponse technique finale. Soit vous avez quelqu'un qui est opérationnel et qui a une autre casquette à côté et en fait, une réponse à appel d'offres, ça vient en plus d'une journée qui est déjà bien remplie voilà, et mais donc c'est pour ça qu'il forcément faut commencer dès le premier jour. ouais, 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 mais Faut s'y c'est mettre dès le premier jour. pour avoir le nez dessus au quotidien, donc on voit bien Voilà. les entreprises. Déjà, Après, rien il y que prendre une a décision de bah, go no go, il faut entre ce une qui semaine et 10 jours. ce qu'il faut déjà voir et ça, c'est votre métier si j'ai bien compris, Ah oui, dans l'autre côté de formation, on sait qu'il y a un tronc commun à tous les appels d'offres, il y a un certain nombre d'éléments oui, obligatoires à mettre et tout ça. Donc déjà, il suffit déjà, d'avoir ce dossier-là tout prêt, d'être mis déjà à jour structuré. régulièrement. Voilà, comme ça. Après, on va vraiment sur, l'écriture de la réponse précise, heu, à ce qu'on nous demande et il faut commencer, voilà, dès le premier jour pour être sûr de Non, mais ça j'entends bien, la question que je posais, c'était c'est plutôt, prendre le temps c'était de pas dans bien le de cadre de la réponse aux appels d'offres, c'était plutôt dans le cadre de je suis une entreprise je suis un traiteur ou une entreprise de restauration collective, mais qui aujourd'hui fait du public, du privé, excusez-moi. Je veux basculer dans du public. Quels sont les actifs, vous voyez, et quels sont les éléments opérationnels qu'il est quand même fortement recommandé de construire pour arriver en étant porteur d'une valeur évidente dans le cadre de ce que le marché au global peut demander dans le public. je pense qu'il va falloir dans ce cas-là que l'opérateur, il soit transparent sur, sa façon de faire, sur son sourcing. Il faut pas faire de fausses promesses Mm. et justement quand on répond à un appel d'offres, il faut vraiment bien lire pour l'évaluer et pour dire: «Oui, je pourrais le faire» ou «Non, je pourrais pas le faire». Parce que c'est ça le problème, c'est si, on répond en disant: «Non, mais je réponds à tout et je verrai bien», une fois qu'on est engagé, bah, Ah bah faut y après on est aller engagé, hein. et si Ouais. on n'est plus en mesure et si on n'est pas en mesure de faire effectivement ce qu'on a promis et on a été retenu sur une promesse, quand on lance un appel d'offres, il y a des critères de notation, il y a le prix, mais il y a aussi un certain nombre de choses. Si on nous a retenus, c'est parce que notre note était la meilleure. Il ne faut pas qu'on ait pu obtenir cette note-là sur une fausse promesse, Oui. parce que là, il y a trop de prix. Ouais, ouais. Et donc, Non, il va ouais, bien ouais. falloir suivre. Donc, il faut vraiment être, savoir vraiment ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, et bien lire un appel d'offres. Après, quelqu'un qui commence, c'est quand même comme partout, il y a le bouche à oreille, et ça va toujours compter. La commune, elle va vous interroger parce qu'elle sait que vous travaillez avec telle commune, et que ça se passe bien. Parce que la première chose qu'un maire, avant de lancer ça, éventuellement, bah, il va téléphoner à ses collègues: «Tiens, au fait, toi, tu travailles, avec qui c'est qui te fournit les repas pour la cantine et tout ça? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que»
Ouais. Non, mais je comprends. OK. Donc, c'est super clair. Hem, Globalement, je trouve qu'on a bien balayé le cadre, hein. Qu'est-ce que la loi Egalim, vise à faire, en termes de qualité dans nos assiettes? Quelles sont les marges ensuite d'application qu'il peut y avoir, quand le pouvoir local, reprend la main dessus? Les contraintes, budgétaires, le fait que, il y a parfois un éloignement par rapport à la maîtrise restauration collective et aujourd'hui il y a des mouvements pour reprendre ce genre de enfin cette, ce service-là en main pour reboucler avec enfin pour mettre un peu en regard toutes ces contraintes, toutes ces pressions qu'on a pu voir et en revenir à au projet là actuel du gouvernement hein, qui est de mettre de la souveraineté alimentaire dans toutes nos assiettes. En fait, quelles sont les marges de manœuvre réelles qu'ils peuvent avoir euh, quand on prend en considération les contraintes dont on a parlé, hein, les budgets, techniquement, les profils des acteurs, ce qu'ils peuvent faire aussi aujourd'hui. Bah, ce que peut faire le gouvernement, c'est éventuellement redonner un peu d'oxygène financier aux communes pour qu'elles aient les budgets correspondants. Après, c'est trouver des assouplissements dans le code de la commande publique pour effectivement pouvoir passer plus facilement certains marchés de gré à gré avec des producteurs locaux. Ouais. C'est revenir à une relation circuit court, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, les entreprises qui sont présentes aujourd'hui en restauration collective ou qui, dans le public et ou qui envisagent de rentrer dans le public, comment est-ce qu'elles peuvent se préparer à ce peut-être changement qui sera mis en place, à ce probable changement qui sera mis en place? Euh, ces Ah oui, c'est changements une à question pas venir, facile, hein. ouais, non, c'est pas facile parce que d'abord il faut que les choses se fassent pour savoir. Oui, voilà, oui, je suis d'accord. Voilà. C'est de la prospective, là. C'est plutôt Voilà. qu'est-ce que je peux anticiper Après, aujourd'hui? si demain, le risque, on sait bien, si demain l'État trouve des moyens ou donne des moyens supplémentaires aux collectivités pour avoir les budgets euh, suffisants pour remplir cet objectif d'une restauration scolaire Oui, de qualité, nutritionnelle, euh, et il faudra que l'argent dégagé il aille bien à cet objectif-là, qu'il ne soit pas juste un moyen d'augmenter les marges. oui, Voilà. On sait bien que voilà, c'est des fois l'effet pervers des aides de l'État, c'est qu'en fait, bah, ça augmente juste le prix des choses, quoi. d'accord. Et ça Ouais, ne change pas d'accord. le fond du problème. Ok. Ouais, donc Et puis demi-teinte. après, On le, attend de le- voir. le- le vrai défi, et pour en parler avec un certain nombre d'institutionnels, même ces derniers temps, euh, les 10 ans, le défi pour la restauration collective, entre autres, euh, elle est dans la logistique. Et la notion de circuit court n'est pas forcément une notion pertinente. Parce que Oui, si on s'en tient de toute façon à la définition légale du circuit court, c'est maximum un intermédiaire. Mais on ne peut pas demander à un producteur d'être aussi un livreur. Enfin, c'est complexe. Euh, L'intérêt, il est surtout dans la logistique et l'intérêt pour le consommateur, à la limite, quel que soit le circuit, c'est d'avoir le produit qu'il veut et la qualité qu'il veut, peu importe qui va lui livrer. Par contre, effectivement, il ne faut pas que on multiplie des intermédiaires qui de fait multiplient les marges. oui, C'est toute l'équation qu'il faut qu'on arrive à remplir pour que quand vous voulez acheter de la viande produite dans telle région et au plus proche, vous l'ayez à un prix qui reste raisonnable parce que plein d'intermédiaires ne se sont pas gavés au passage. Mais vous savez que c'est pas non plus le producteur de cette viande-là qui va pouvoir vous la vendre et vous la livrer. ouais. Donc ça c'est super technique en fait, hein. Donc C'est- s'il y a ces plateformes qui se sont mises en place, dont on parlait, oui, entre autres pour des producteurs, c'est ça, mais qui pour l'instant bah, sont pas vraiment structurés,
travaillent Ouais, ils sont souvent pas suffisamment par des structurés, en fait, pour le transporteurs. coup. C'est des transporteurs qui font la logistique, donc qui font payer très cher. Donc elles sont obligées d'appliquer souvent des francos et des coûts de port, qui renchérissent et qui sont pas à portée d'un restaurant scolaire, de petite taille, quoi. Ouais. Non, mais je vois. Donc en fait, c'est pas si simple que ça. En fait, c'est pas simplement une décision politique, derrière. Il y a aussi toute une chaîne de valeur, en fait, à structurer dans ce sens-là. C'est bien, ça laisse la place à l'initiative, entrepreneuriale pour qui, Voilà, voudrait saisir l'opportunité. Mais il y a un voilà. vrai travail de Mais mais structuration à mais faire. mais mais c'est un vrai sujet. Nous, on y travaille à notre niveau, sur le terrain, heu, pour essayer justement on repère, on fait du sourcing de certains produits, de certains producteurs, même industriels, entre guillemets, certaines coopératives et on essaye de faire le lien justement avec les distributeurs pour que les distributeurs soient en mesure de livrer ces produits-là mais c'est un travail qui demande, 2-3 ans pour que, on soit sûr que les collectivités avec qui on travaille, pour lequel on a bâti, des marchés avec des mercuriales sur lesquels on a mis tel type de produit, eh bien, ils puissent les trouver dans la réponse de tel distributeur, le plus large possible, parce que c'est pas, le producteur de ce produit-là qui va pouvoir les livrer en direct. Ouais, je comprends. Voilà, Vaste projet. J'ai l'impression on a balayé le sujet de manière beaucoup de quand choses. même assez approfondie. Est-ce que vous avez un point à rajouter qu'on n'aurait pas évoqué? Non, je pense que par rapport à tout ce qu'on avait pu se dire, voilà, c'est, voilà, ma conclusion et qui est un peu mon leitmotiv, c'est ce qu'on vient de clôturer. L'important, c'est surtout le produit et comment on va Mm. pouvoir l'avoir et comment on va pouvoir avoir le budget et comment on va pouvoir se faire cette chaîne financière pour que le producteur soit rémunéré à sa juste valeur, que tout le monde soit rémunéré de son travail, mais que ça reste accessible et que ça soit dans le budget de la collectivité pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble en termes qualitatifs, quantitatifs dans l'assiette, que ce soit l'élève d'une cantine scolaire, un résident d'un EHPAD, Mm. Ok, voilà, ça me paraît être un mot de la fin qui convient. parfait. Je vous remercie Philippe en tout cas pour votre témoignage, pour votre retour Merci d'expérience. Jessica, C'était super intéressant et à très bientôt. à bientôt.